Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une quatrième vidéo sur la chaîne YouTube Parc Pilote 44. Aujourd'hui, nouveau sujet. On va parler de quelque chose de complètement différent par rapport aux trois premières vidéos où on s'attelait vraiment au niveau des challenges, au niveau des territoires. Cette quatrième vidéo va être réservée plutôt au domaine technique puisqu'on va aborder le domaine des sprint cars dans cette première vidéo. L'autocross sera dans une prochaine vidéo. Le domaine des sprint cars pour la FFSA et le domaine des sprint cars pour les normes FIA qui sont apparues depuis maintenant quelques années. La première partie de cette vidéo sera donc consacrée à la FFSA. Alors déjà, on va définir un petit peu un sprint car. Un sprint car, c'est un châssis tubulaire, bien entendu, qui mesure une taille totale de 2,60 m au niveau de la longueur, de 1,60 m au niveau de la largeur, et au niveau hauteur, on ne dépassera pas les 1,40 m. Alors quand je dis on ne dépassera pas les 1,40 m, c'est au niveau de la cellule. On autorise bien entendu plus de hauteur en ce qui concerne les entrées d'écope d'air par exemple, pour les radiateurs. On autorise également d'avoir des ailerons qui seront plus hauts, mais au niveau de la cellule, on est à 1,40 m maximum. La nouveauté de la saison 2023 en ce qui concerne les normes également plus techniques, c'est l'apparition du carburant E85. Le carburant éthanol va être autorisé et va être l'un des gros enjeux sportifs de la saison 2023. On le sait, beaucoup de constructeurs sont déjà en train de faire différents tests et on le sait aussi que ce carburant peut permettre d'avoir plus de puissance au niveau des moteurs. Donc je pense que là, tout l'enjeu de cette saison 2023 va résider également dans la bonne utilisation de ce nouveau carburant qui est autorisé désormais par la Fédération française de sport automobile. 4 divisions de sprint car seront à retrouver sur le territoire français. On va retrouver la division intermédiaire qui est la division Maxi Sprint bien entendu, la division 100% féminine, l'équivalent de la Super Sprint au féminin, c'est la division Sprint Girl. On retrouve la division des Junior Sprint, c'est l'école de pilotage pour nos jeunes pilotes de 12 à 18 ans. On retrouve également la division reine du sprint car, la division Super Sprint, mais on en parlera juste à la fin de cette présentation. La division Maxi Sprint pour commencer avec la motorisation, les motorisations désormais, puisqu'on le sait, avant c'était une motorisation unique, depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant il me semble, on avait le moteur Honda 500 CB qui était aux alentours des années 2010, et puis on a laissé tranquillement, on a laissé tomber le Honda 500 pour passer au Kawasaki ER6 qui maintenant occupe cette division Maxi Sprint depuis de nombreuses années, et puis là, petite nouveauté, toute petite, puisqu'on est sur quasiment le même bloc moteur, mais on autorise désormais le Kawasaki Z650, qui sont les nouvelles générations en fait de Kawasaki ER6, et qui a la même cylindrée, 650 cm3, qui ont quasiment les mêmes puissances, une toute petite différence il me semble au niveau de la culasse, en tout cas c'est très visible quand on regarde le bloc moteur, mais vraisemblablement pas de grosses différences au niveau performance. En tout cas, je connais bien d'ailleurs Damien Léoni qui était en train de faire beaucoup d'essais, et j'en discuterai avec lui pour connaître un petit peu les avantages et les inconvénients de cette nouvelle motorisation Kawasaki Z650. En tout cas, c'est bel et bien la nouveauté de cette saison 2023. La puissance de ces moteurs avoisine environ 75-80 chevaux pour un moteur d'origine sorti de moto. Alors on le sait, avec tous nos préparateurs et nos optimisateurs moteurs, on peut en tirer un petit peu plus, mais il faut toujours bien sûr penser à rester dans la fiabilité pour l'optique d'un championnat. Le poids de la machine, du kart complet avec le pilote est de 395 kg et le poids sans pilote réglementaire est de 315 kg. Ces poids sont très importants puisqu'ils sont vérifiés tout au long de la saison par nos commissaires techniques. Ils peuvent être vérifiés aussi bien à la fin d'une finale après le podium, mais aussi bien après chaque manche, après les chronos. Donc vraiment il est important de rester aux normes au niveau de ces poids réglementaires. Il faut aussi noter que dans cette division Maxi Sprint, le Yaman T07 est un moteur qui, vraisemblablement, là aussi, est en train d'arriver petit à petit. On l'a vu arriver sur les championnats européens dans la FIA Academy Trophy depuis maintenant 2 ans, au volant des châssis Life de Thierry Neuville, bien entendu, dans ce championnat européen. Mais on le sait, petit à petit, il va falloir changer de motorisation, en tout cas faire évoluer cette division Maxi Sprint. Et on a entendu que le Yamen T07 devrait être en essai par la FFSA cette saison. Donc la FFSA va déléguer à quelqu'un
je ne sais pas encore qui, on n'a pas encore l'information, va déléguer sans aucun doute à une team, eh bien, d'essayer ce moteur, comme le MT-09 avait été essayé d'ailleurs par David Drouin dans la division Super Sprint avec son châssis Squalcar. Eh bien, ce MT-07 va être essayé dans différentes configurations, sur différents circuits, en essayant différentes choses pour voir si le moteur correspond à l'utilisation. Normalement aucun souci, puisqu'il est d'ailleurs en ce moment utilisé dans les championnats européens, comme je le disais, en FIA Academy Trophy. Et donc ce MT-07 serait peut-être à retrouver sur les prochaines années dans cette division Maxi Sprint et dans la division Junior Sprint sans aucun doute. La division Junior Sprint, justement, on en parlait, même motorisation, Kawasaki V6, Kawasaki Z650. Alors, ce qui nous permet en fait d'avoir un passage simple entre la division Maxi Sprint et entre la division Junior Sprint, pardon, et la division Maxi Sprint, qui permet d'avoir un passage à très bas frais, bien entendu, ce qui fait qu'en fait on a juste la bride à enlever au niveau de la rampe d'injection et on peut rouler en division supérieure, en division Maxi Sprint. On va en parler justement de ces différentes particularité de la division Junior Sprint. Alors déjà on va voir un petit peu au niveau de la puissance, forcément on est bridé, donc on a une puissance qui avoisine les 40 chevaux pour ces Junior Sprint. Le poids avec le pilote est de 380 kg, le poids sans pilote réglementaire est de 315 kg là aussi. Les quelques particularités donc, de cette division Junior Sprint, ce qui en fait une école de pilotage, ce qui essaye de mettre tous les pilotes au même niveau sportif, au même niveau technique en tout cas. Et bien comme je le disais, on a une bride qui est en fait mise au niveau de l'ouverture du papillon de la ronde d'injection, ce qui permet en fait d'être bridé au niveau de l'accélération. Forcément, comme je vous disais, on n'est plus à 75 chevaux mais à environ 40 chevaux, puisque on ira moins dans les tours, et donc en ligne droite on ira beaucoup moins vite. On a également les boîtiers électroniques, les CDI, là où on met les cartographies pour les maxi sprint, qui doivent rester vierges, qui doivent rester d'origine, et tout ceci doit être contrôlable là aussi après chaque manche, après chaque épreuve. Le contrôle technique de la FFSA peut se faire, c'est-à-dire qu'après chaque manche, on peut vous dire, vous allez au niveau du contrôle technique, vous démontez votre boîtier CDI, on le branche en ordinateur, et il y a 2-3 contrôles à faire par un membre certifié de la FFSA. Et donc si ce boîtier CDI est accessible, s'il n'y a aucune cartographie dedans, aucun souci, il sera réglementaire. En l'occurrence, et par contre en opposition, s'il y a une cartographie, le pilote sera exclu de la manche et il aura des sanctions que je ne connais pas forcément. Mais en tout cas maintenant il n'y a quasiment plus de soucis avec ce genre de choses. Les pilotes savent bien qu'ils sont contrôlés en moyenne 2, 3, 4, 5 fois par saison au moins sur ce genre de choses, donc en général il n'y a plus aucun souci à ce niveau là. On va retrouver également les rapports de transmission qui sont réglementaires. Alors on est en rapport de 13,50, 13,50 ça veut dire qu'on a un pignon de sortie de boîte à 13 dents et on a une couronne au niveau du pont de 50 dents, donc ce qui permet là aussi d'avoir une transmission égale entre tous les pilotes, et c'est vraiment le plus simple, comme ça c'est vraiment le pilotage avant tout qui va faire la performance dans cette division Junior Sprint. Et bien entendu là aussi le nombre de pneus qui est limité. On a 4 pneus avant et 4 pneus arrière par week-end qui sont numérotés, c'est les pneus vendus par Cross Car West bien entendu, pneus junior. Alors c'est la même gomme que pour la Super Sprint et la Maxi Sprint. Seule différence, c'est qu'ils sont numérotés, et donc le pilote de la Junior Sprint, avant chaque début de week-end, va devoir se rendre au niveau, je crois que c'est du contrôle technique, il va devoir se rendre avec une feuille, il remplit les numéros de ses pneus, et il peut là aussi être contrôlé en fait à tout moment dans le week-end, à la sortie de manche, ils peuvent contrôler le numéro des pneus, et si un pneu n'est pas référencé, là aussi il aura forcément une sanction. Voilà pour les quelques termes techniques en ce qui concerne cette division Junior Sprint. On va maintenant pouvoir passer aux présentations des divisions Sprint Girl et Super Sprint. Sprint Girl, Super Sprint ensemble, pourquoi? Parce que ce sont ni plus ni moins que les mêmes machines. La seule différence, comme je le disais avant, c'est que la Sprint Girl est réservée aux pilotes féminines, âgées de 16 à pas d'âge, et puis la division Super Sprint est réservée aux pilotes masculins, là aussi âgés de 16 ans minimum, et il n'y a pas d'âge bien entendu pour continuer à évoluer dans cette division reine du Sprint Car. Les motorisations qui sont autorisées, là on a un panel directement un peu plus intéressant, un peu plus global. Les motorisations 600 cm3 qui sont les motorisations
motorisation historique de cette division, et plus récemment, on en parlera, la motorisation 850 cm3. Les 600, tout d'abord, le Yamaha R6, qui est l'une des principales motorisations de cette division Super Sprint, le moteur champion d'Europe en titre d'ailleurs, avec David Mea. Donc le moteur vraiment qui a fait rêver beaucoup de monde et qui encore continue de montrer d'excellentes performances. Le moteur Suzuki 600 GSX-R, là aussi qui a vécu eh bien, les belles heures de l'autocross et du sprint car plus précisément, avec notamment le titre de champion de France la saison dernière au volant du châssis Speedcar Wonder de Vincent Pria. Donc voilà pour ce moteur Suzuki qui est également l'un des moteurs autorisés pour les épreuves européennes. Et puis le moteur Kawasaki, lui par contre n'est pas autorisé pour les épreuves européennes, on en parlera juste après. Ce moteur Kawasaki, actuel champion de France, on le sait, c'est le moteur le plus puissant de tout le panel de cette division Super Sprint, mais il a aussi ses quelques petits défauts. Il est un petit peu moins fiable, notamment au niveau de la boîte de vitesse, hein. C'est le talon d'Achille véritablement de ces moteurs Kawasaki, qu'ils soient d'ailleurs ZX6R, qu'ils soient ZX14R pour la Buggy 1600, ou qu'ils soient ER6 pour la Maxi Sprint. Et là, Junior Sprint, le moteur Kawasaki ZX6R, moteur autorisé, moteur qui motorise Loïc Molny avec ce châssis Ross Cross. Ceux qui étaient là à Faleras, je pense que ça les a marqués. Une mélodie vraiment incroyable dans cette ligne droite de Faleras, où on s'est régalé avec ce moteur Kawasaki ZX6R. Le nouveau moteur, le nouvel arrivant de cette division Super Sprint, eh bien, c'est bien entendu le 3 cylindres, le Yamaha MT-09, hein, le 850 cm3. Alors un petit peu moins puissant sur la forme, mais beaucoup plus coupleux. Donc un moteur qui permet de pouvoir faire éventuellement un petit peu plus d'erreurs, qui va reprendre plus de petites bêtises, hein, contrairement à un moteur 600 où il faut vraiment être parfait à tout moment. Et ça, les pilotes vous le diront parfaitement pour ceux qui ont utilisé et qui ont essayé les deux différents moteurs. La puissance de ces moteurs, alors qu'ils soient 600 ou qu'ils soient 850 cm3, alors en moyenne, un moteur de 600 cm3 va développer une puissance d'environ 125 chevaux, 130 pour les meilleurs, et un couple de 70 Nm. Et la différence va être ici avec le Yamaha MT-09, puisque le Yamaha MT-09 développe une puissance d'environ 115 chevaux, donc on est entre 10 et 15 chevaux moins puissant qu'un moteur 600, mais et bien à la place de 70 Nm pour les moteurs 600, là on est à 85-87 Nm hein, pour un Yamaha MT-09, donc vraiment plus coupleux, donc ce qui permet de récupérer le petit déficit de puissance, et ce qui permet d'avoir des moteurs vraiment qui sont identiques hein, sur le terme de combativité, de compétitivité. Et bien on a des moteurs qui sont à la fois très différents, à la fois identiques sur la piste, et donc c'est là aussi tout le charme de cette mixité de moteurs qui est désormais disponible dans ces divisions Super Sprint et Sprint Girl. Le poids, les poids plutôt avec les pilotes. La division Sprint Girl, eh bien le poids du châssis seul, sans pilote, est de 330 kg. C'est le même poids que pour la division Super Sprint. La différence par contre, eh bien, elle est avec le poids avec pilote, hein, puisque 395 kg pour la division Sprint Girl et 410 kg pour la division Super Sprint. Messieurs, on pèse plus lourd. Allez, on va pouvoir enchaîner ensuite avec une petite aparté sur les règlements FIA. Alors les règlements FIA sont sortis depuis maintenant 2, ça va être la 3e année qu'ils sont sortis, en tout cas pour le championnat d'Europe. Alors, quelque chose à savoir et à avoir sur la machine, c'est bien entendu une ligne d'échappement qui va correspondre au règlement FIA, un réservoir d'essence avec le caisson en aluminium autour qui vont aussi correspondre aux normes FIA. On a le boîtier CDI qui lui est à acheter directement avec les normes de la FIA, un boîtier qui en fait va être exactement le même pour tout le monde. Donc on va partir sur un pied d'égalité entre les différents pilotes, hein. Que ce soit quelqu'un qui roule en Yamaha R6, eh bien ils auront tous le même boîtier, un Yamaha MT-09, ils auront tous le même boîtier, donc en fait pas de différence de performance au niveau de cette pièce maîtresse de la mécanique. La cellule, bien entendu, aux normes XEC, aux dernières normes XEC. Alors c'est l'ensemble de la cellule tubulaire en tube de 40 par 2 avec les doubles renforts au niveau du harnais, avec les équerres en dessous pour accrocher
le baquet. Enfin, c'est vraiment plein de normes. Je vous invite à vous rendre sur le site de la FIA si vous voulez lire les différents règlements techniques qui sont, ma foi, plutôt intéressants. Il y a forcément un petit peu de charabia qui est toujours un petit peu bourre-crâne, mais vraiment là, je me suis renseigné pour cette vidéo. C'est très intéressant en fait de pouvoir comparer un petit peu le calendrier, le règlement FFSA et le règlement FIA. Donc si jamais vous avez un petit peu de temps à perdre, n'hésitez pas à vous y rendre. La FIA XEC Crosscar, tout d'abord. Alors, seulement 3 motorisations, on en parlait, le Kawasaki ZX6R n'est pas autorisé, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais on a gardé seulement le Yamaha R6, on a gardé le Suzuki GSX-R et le Yamaha MT-09 qui sont donc autorisés dans cette division FIA XEC Crosscar, division qui a été remportée 2 fois pour ces 2 premières années par un pilote français, David Mea, avec le châssis Kamikaze 3 et le moteur Yamaha R6. Donc voilà pour l'instant les dominations de ce championnat d'Europe FIA XEC Crosscar. Le poids. Alors les poids sont un petit peu plus lourds forcément, on a un poids sans pilote réglementaire de 345 kg et un poids avec pilote de 425 kg, donc on est un petit peu plus lourd, on est un petit peu moins puissant. Donc eh bien voilà pour ces normes FIA XEC Crosscar. La FIA Academy Trophy ensuite, alors ce sont là uniquement les châssis Life-Live TN5 construits par Thierry Neuville avec la motorisation Yamaha MT-07, on en parlait. Alors tiens, on va directement parler un petit peu de ce moteur, une puissance de 75 chevaux, donc là en fait on est quasiment pareil que sur un Kawasaki ER6 et la différence c'est au niveau du couple, puisqu'on est aux alentours de 68 Nm pour ces moteurs de Yamaha MT-07. Le poids sans pilote, là aussi, est de 345 kg. Le poids avec pilote est un petit peu moins, puisqu'on est aux alentours de 310 kg pour cette FIA Academy Trophy. Et il faut savoir également que ce championnat a été remporté 2 fois de suite par des pilotes espagnols. Le premier de l'histoire de la FIA Academy Trophy, c'était en 2021. Bien sûr, c'était Gil Mambrado. Et la deuxième édition, cette saison 2022, a été remportée par Miguel Galloso. Voilà pour ces règles FIA. On va terminer cette vidéo avec la liste que j'ai réussi à trouver là aussi sur le site de la FIA. La liste des châssis FIA actuels qui sont autorisés à parcourir les terres du championnat d'Europe par exemple, qui ont le passeport FIA qui a été validé. Le premier châssis bien entendu c'est un châssis français puisque c'est le châssis K3 construit dans les ateliers de la société Planet Kart Cross du côté de Nantes. Le châssis K3, double champion d'Europe en titre. Ça a été le tout premier châssis XEC de l'histoire. On retrouve en deuxième position le châssis belge Life-Live TN5 qui a été le deuxième châssis à déposer son brevet. On retrouve ensuite le châssis Speedcar Wonder. Alors le Speedcar Wonder ce sont les châssis de la famille Lahoz qui sont construits donc en Espagne. Celui avec lequel roule notamment Juan Rosemol, le pilote espagnol dans le cadre du championnat d'Europe XEC Crosscar. On va retrouver également le châssis Kamoto XEC, châssis Kamoto qu'on n'a pas retrouvé sur les épreuves européennes cette saison, hormis une apparition de Steven Lecoing du côté de Saint-Georges-de-Montaigu, apparition qui a été très visible d'ailleurs puisqu'il a fait de très belles performances là-bas Steven. On retrouve également le châssis Peters, alors qu'ils ont appelé Bullet. Châssis Peters qu'on a retrouvé notamment en main de Jari Vanouf du côté des FIA Motorsport Games. On retrouve le châssis construit par Master, le châssis Viper. Alors châssis Viper, j'en ai jamais vu personnellement, mais il me semble qu'il y en a un ou deux qui roulent en Italie, sauf erreur de ma part. Le châssis Yakar Cross ensuite, donc ce châssis là aussi évolue plutôt du côté du Portugal et de l'Espagne il me semble, même si je l'ai vu au volant, aux mains plutôt de Dan Rook, le pilote britannique qui est venu rouler avec également au niveau des Motorsport Games. Le châssis Mygale, bien entendu, châssis Mygale, dont Vincent Priat est le maître absolu, qui il a réussi à le faire évoluer vraiment ce châssis Mygale cette saison, et on l'a vu très performant Vincent avec ce châssis Mygale. Mygale qui est une société très connue dans le sport automobile puisqu'il réalise des châssis, alors ça doit être des châssis de Formule 4
et de Formule 3 il me semble pour Miguel, donc vraiment une société très très implantée dans le domaine du sport automobile, plutôt dans le domaine asphalte que le domaine off-road, donc on verra bien s'ils arrivent à se faire leur place tranquillement, mais j'en ai aucun doute là-dessus. La société Guéno Sport, bien sûr, Emmanuel Guéno, qui lui aussi a déposé le brevet pour ce châssis FIA, châssis que l'on a vu une seule fois sur une épreuve du championnat d'Europe d'autocross et de sprint car. C'était bien entendu du côté de Saint-Denis-de-Vert cette saison avec Damien Michéa qui a donc été le tout premier pilote et châssis G-Speed sur une épreuve internationale. Le châssis Squalcar, lui aussi, David Drouin, on en parlait tout à l'heure, le pilote qui a écroué le moteur MT-09, lui aussi a décidé de sortir le châssis Squalcar XC, châssis qui actuellement d'ailleurs, qui était actuellement il y a une saison vice-champion de France Sprint Girl aux mains de Mendy Ollet, châssis qui a été 3e du championnat de France Super Sprint aux mains de Nicolas Langendry cette saison, donc châssis vraiment très performant qui a participé à l'intégralité de la saison du championnat d'Europe 2021 aux mains de Jason Reynard sur la grosse partie de la saison. Il avait été également présent du côté de Saint-Georges de Montaigu avec un autre pilote, je vous redirai si je retrouve le nom, je vois qui c'est mais je ne retrouve plus le nom malheureusement. On retrouve le châssis Casma, que je n'ai jamais vu là non plus, le châssis Casma, inconnu au bataillon de mon côté. Le châssis construit dans les ateliers de Carcross Vals, ensuite SP1R, là non plus pas d'apparition en tout cas de mon côté. Le châssis Semog, en l'occurrence beaucoup plus connu, avec notamment les deux principaux pilotes, ce sont Simone Firenze, le pilote italien, El Diablo bien entendu, et le pilote espagnol, champion d'Espagne en titre, vice-champion d'Europe la saison passée, c'est bien entendu Ivan Pinachinchilla, qui a été également médaille d'argent du côté des FIA Motorsport Games, qui est donc l'un des principaux démonstrateurs de ce châssis Bravo Sport des ateliers Semog. Le châssis Barracuda ensuite, châssis italien, malheureusement pas beaucoup de présence en France de ce châssis Barracuda, plus beaucoup en tout cas. Il a été très présent dans les années 2010 notamment, mais depuis on ne le voit plus. En tout cas ils ont quand même sorti une version XEC, le B5 XEC pour ces châssis Barracuda, et j'espère là aussi qu'on aura l'occasion d'en revoir dans un futur proche. Le châssis des ateliers LR Motors, châssis Willows, là aussi, bien châssis qui a été présent sur l'intégralité de la saison 2021 du championnat d'Europe aux mains de Tristan Fauconnier et de Flavien Goulet. On a eu quelques apparitions, notamment de Romain Blandin, notamment de Loïc Molny, notamment de Maxime Bourdin sur ces châssis XEC dans les épreuves européennes, du côté de Saint-Georges de Montaigu, du côté de Mollet-Roussat, notamment pour ces pilotes, avec de belles apparitions, podium de Romain Blandin, podium de Loïc Molny, et puis vraiment de belles choses. On retrouve également le châssis Ross-Cross, le châssis Ross-Cross avec Loïc Molny, un châssis qui a été vainqueur en 2021 du côté de Saint-Denis-de-Vert, lors de l'épreuve de la XEC Crosscar, châssis qu'on a retrouvé sur l'intégralité de la saison 2021, châssis qu'on a retrouvé sur quelques épreuves de la saison 2022, notamment aux mains d'Elisa Chevillon, la pilote vendéenne qui a été devant son public vendéen du côté de Saint-Georges de Montaigu, concourir avec ce châssis Ross Cross, et bien entendu Cyril Evin, Schmil, le pilote breton, qui lui aussi a participé à quelques épreuves du championnat d'Europe avec ce châssis Ross Cross XC. Le châssis ASK, là aussi les châssis construits par Fernando Silva, le pilote qui participe à l'intégralité de la saison du Challenge SEAC, qui a décidé de faire l'évolution XEC sur ces châssis, avec lui aussi le développement durant la saison des nouveaux amortisseurs Öhlins. Donc voilà pour Fernando, qu'on n'a pas retrouvé sur les épreuves européennes, peut-être un projet dans un futur proche lui aussi d'aller, pourquoi pas, faire quelques épreuves, quelques piges sur les pistes européennes. On retrouve également le châssis Balrog, construit par Vincent Debons et Fabien Liscoves dans le sud-ouest de la France, châssis qui pourrait faire à mon avis de grosses impressions lui aussi s'il venait un jour à atterrir sur les pistes du championnat d'Europe. En tout cas c'est tout le mal que je leur souhaite. Et le châssis Balrog LC1 bien entendu,
Et puis le petit nouveau arrivé il y a quelques semaines maintenant dans la liste de la FIA, eh bien c'est le châssis GR-Tech construit par la famille Le Foll, bien entendu, avec la nouvelle apparition, hein, puisqu'on le sait, Thibaut Le Foll, vice-champion de France de la division Maxi Sprint, va sauter le pas et va venir dans la division Super Sprint cette saison avec ce châssis GR-Tech XC, et donc ça sera vraiment la nouveauté de cette saison en ce qui concerne la famille Le Foll d'ailleurs qui elle aussi a déménagé pour notamment un gain de temps au niveau de la route, hein. On est descendu de Normandie, on est rendu du côté de Montluçon. Et donc on a changé un petit peu de destination là du côté de la famille Le Foll. En tout cas, on a hâte de voir les résultats de ce châssis GR-Tech. Et puis il faut également noter l'apparition du châssis AJC, les châssis de José Alves, construits dans la banlieue nantaise. Et bien eux aussi sont en train de passer tranquillement les barrières pour avoir ce passeport FIA. En tout cas, ils sont en bonne voie et m'ont permis de citer leur nom en tant que châssis potentiellement FIA. En tout cas, ils sont en train de tout donner pour l'avoir, ce passeport FIA, donc les châssis AJC construits par José Alves, qui vont compléter le top 20 et les 20 premiers châssis aux normes FIA après les 3 premières années de cette nouvelle norme en vigueur. Voilà pour cette liste des châssis FIA. Voilà mesdames et messieurs, la vidéo touche à sa fin désormais. On a vu les quelques généralités concernant les châssis de Sprint Car FFSA, on a vu les généralités concernant les châssis FIA. J'espère avoir été le plus clair possible, j'espère avoir dit le plus de choses possible, vous aider à comprendre les quelques détails et les quelques enjeux de ces divisions, de ces quelques divisions, de ces quelques Sprint Cars. En tout cas, eh bien, je vous remercie de votre visionnage de cette vidéo et je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus!